Imaginez un instant le silence glacé qui peut s'abattre sur une pièce remplie des hommes et des femmes les plus puissants d'un pays. Un silence lourd, poisseux. Le genre de silence qui vous coupe la respiration et vous fait sentir les battements frénétiques de votre propre cœur résonner dans vos tympans. Vous êtes assis dans l'hémicycle d'un parlement, un lieu historiquement sanctuarisé, protégé par l'immunité, un lieu où les mots sont censés être les seules armes. Vous portez un costume sur mesure, vous représentez des milliers de citoyens qui ont voté pour vous. Et soudain, l'homme le plus haut placé de l'État vous regarde droit dans les yeux et vous lance un ultimatum qui glace le sang. Il ne vous menace pas d'une amende, ni même de la prison. Il vous menace de vous envoyer directement dans l'enfer boueux et sanglant des tranchées du Donbass. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites que c'est le scénario d'un mauvais film dystopique, que cela ne peut pas arriver dans une nation souveraine au XXIe siècle, surtout pas une nation que le monde entier soutient au nom de la liberté et de la démocratie. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment même à Kiev. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a littéralement menacé d'envoyer au front chaque député de l'opposition qui refuserait de danser au son de sa musique, qui oserait contester ses lois ou remettre en question ses décisions. En une seule phrase, prononcée lors d'une rencontre avec des journalistes, il vient de décapiter psychologiquement toute forme d'opposition politique dans son pays. Honnêtement, même moi qui observe ces jeux de pouvoir depuis des années, j'ai du mal à y croire. L'ambiance dans la Verkhovna Rada, le parlement ukrainien, est devenue irrespirable. La tension est palpable, une terreur sourde s'est installée dans les couloirs. Le message est clair, brutal, sans équivoque. Soit vous servez l'État dans ce parlement en votant exactement ce que je vous demande de voter, soit vous irez servir l'État sous le feu de l'artillerie ennemie. Le président tente de faire passer de nouvelles lois, semaine après semaine, des lois pour prolonger indéfiniment cet état de guerre perpétuelle, des lois de mobilisation de plus en plus drastiques, mais aussi, et c'est là que le bas blesse, des mesures destinées à protéger son cercle rapproché contre les enquêtes des agences anticorruption. Dans n'importe quelle démocratie normale, même en temps de crise, il est vital et sain que des représentants du peuple s'opposent, débattent, exigent des comptes. C'est le cœur même de notre système de valeurs. Mais aujourd'hui, en Ukraine, oser avoir une opinion divergente, c'est signer son arrêt de mort potentiel. Il existe actuellement une loi, fondamentale dans toute république, qui protège les parlementaires de la conscription militaire. Car même au milieu du chaos, un pays a besoin d'un corps législatif fonctionnel pour ne pas sombrer dans l'anarchie ou la dictature pure et simple. Or, c'est précisément cette loi que Zelensky menace de révoquer pour ses détracteurs. Si vous ne servez pas l'Ukraine comme je l'entends, dit-il en substance, vous irez au hachoir à viande. Et la définition de servir l'Ukraine, c'est dangereusement rétréci pour signifier servir Zelensky. C'est une méthode d'une brutalité inouïe. La question qui nous brûle tous les lèvres face à cette dérive autoritaire vertigineuse est évidente. Jusqu'où un chef d'État peut-il aller dans la destruction des piliers démocratiques avant que le monde occidental ne réalise l'effroyable vérité de ce qui se trame dans les coulisses du pouvoir? Le pouvoir, voyez-vous, n'est jamais une entité statique. C'est une substance corrosive qui agit comme un acide sur l'âme humaine. Quand un dirigeant se retrouve investi d'une autorité absolue sous le prétexte de l'urgence ou de la guerre, sa perception de la réalité se déforme inévitablement. Il commence par exiger l'unité pour la survie de la nation, ce qui est compréhensible. Mais très vite, la ligne s'estompe. La survie de la nation devient indissociable de sa propre survie politique. L'opposition n'est plus perçue comme un rouage essentiel de la réflexion collective, mais comme une trahison intolérable. C'est la nature profondément tragique du pouvoir. Il convainc celui qu'il détient que lui seul possède la vérité, et que tous les moyens, même les plus immoraux, sont justifiés par la noblesse de la fin. Et c'est ainsi que l'on glisse, imperceptiblement d'abord, puis avec une violence brutale, de la posture du protecteur à celle du tyran. Nous devons toujours garder à l'esprit que la ligne de démarcation entre la sauvegarde d'une nation et l'asservissement de son peuple est d'une finesse terrifiante. Et pendant que ces drames politiques obscurs se jouent dans les confortables bureaux lambrissés de Kiev, la réalité brutale du conflit, elle, continue de dévorer des vies humaines sans la moindre pause. Alors que tous les regards du monde occidental semblent hypnotisés par le Moyen-Orient et les tensions grandissantes avec l'Iran, la guerre en Ukraine se poursuit avec une intensité cauchemardesque. Laissez-moi vous emmener dans la nuit du 24 mars. Fermez les yeux et imaginez. La nuit tombe sur les villes ukrainiennes, non pas comme un voile apaisant, mais comme un linceul étouffant chargé d'angoisse. Les sirènes anti-aériennes commencent à hurler. Ce son strident, lugubre, qui monte et qui descend, c'est le son de la mort qui s'annonce. Il vous paralyse, il vous vide le ventre. Vous êtes dans votre lit, et soudain, le ciel nocturne s'embrase. C'est une pluie d'apocalypse qui s'abat, 4 morts et 24 blessés graves, selon les chiffres officiels. Mais les chiffres ne rendent jamais justice à l'horreur.
Les chiffres ne vous racontent pas l'odeur de la poussière de béton, de la fumée âcre, le son des enfants qui hurlent dans le noir absolu, la panique des familles piégées sous les décombres de ce qui était, quelques heures plus tôt, leur foyer protecteur. La force de frappe russe a été d'une ampleur cataclysmique. 392 drones. Je répète ce chiffre pour que vous en mesuriez la démence tactique. 392 essaims de mort mécanique, volant à basse altitude. Parmi eux, 250 drones de type Shahed, ces engins terrifiants dont le moteur vrombit comme une tondeuse à gazon de l'enfer, juste avant de plonger pour exploser. Et comme si cela ne suffisait pas, le ciel a été déchiré par 7 missiles balistiques Iskander-M, des armes d'une précision diabolique, 18 missiles de croisière Kh-101, 5 missiles Iskander-K et 4 missiles air-sol guidés X-59. C'est un arsenal de destruction massive déployé en l'espace de quelques heures. La carte des frappes montre que le pays tout entier a été pris pour cible. Odessa, la magnifique ville portuaire, semble avoir encaissé le plus gros du choc. Le port en flammes, les infrastructures dévastées. Mais en analysant les trajectoires et les cibles, une réalité tactique beaucoup plus cynique émerge. L'attaque sur Odessa, malgré sa brutalité insensée, n'était apparemment qu'un gigantesque et macabre écran de fumée, une diversion sanglante. Pendant que la défense anti-aérienne ukrainienne saturait ses radars sur Odessa, les missiles lourds, les véritables flèches empoisonnées, les Iskander, frappaient avec une précision chirurgicale la région de Poltava. Leur cible, les usines secrètes de fabrication de drones ukrainiens. L'armée russe a orchestré cette symphonie de destruction en représailles directes d'un acte qui a profondément humilié Moscou la veille. Mais pourquoi sacrifier des innocents dans une ville côtière uniquement pour masquer une frappe stratégique ailleurs ? Quelle est cette logique inhumaine qui transforme des centres urbains en simples pions sur un échiquier de feu ? La manipulation est l'art sombre de la guerre par excellence. Dans la psychologie du conflit, attirer l'attention de son adversaire vers une fausse menace est aussi crucial que de lui porter le coup fatal. Nous croyons souvent, à tort, que la guerre n'est qu'une question de force brute, de tonnage de bombes et de nombre de soldats. Mais la réalité est infiniment plus vicieuse. C'est une guerre de perception. Les stratèges savent que le cerveau humain, tout comme un système radar, ne peut traiter qu'un nombre limité d'informations à la fois. En créant un chaos émotionnel et visuel insupportable à un endroit donné, on aveugle l'ennemi sur nos véritables intentions. C'est une leçon terrible applicable à bien des sphères de la vie. Là où l'agitation est la plus forte, là où le bruit est le plus assourdissant, ce n'est souvent qu'une illusion destinée à masquer la véritable manœuvre, silencieuse et mortelle, qui se prépare dans l'ombre. Il faut toujours se méfier de ce qui attire immédiatement notre regard, car c'est précisément ce que le magicien, ou le général, veut que l'on observe. Cette attaque dévastatrice sur les usines de Poltava n'était donc pas gratuite. Elle était la réponse enragée de Vladimir Poutine à une opération ukrainienne d'une audace folle qui s'est déroulée quelques heures auparavant. Les Ukrainiens ont revendiqué, avec une fierté non dissimulée, avoir frappé un terminal pétrolier majeur en Russie. Et, plus incroyable encore, une gigantesque raffinerie située à Oufa. Des images satellites ont confirmé l'ampleur des dégâts, dévoilant des panaches de fumée noire s'élevant dans le ciel russe, des infrastructures vitales en proie aux flammes. Et c'est ici que l'histoire prend un tournant qui défie la raison. Oufa n'est pas situé à quelques dizaines de kilomètres derrière la ligne de front. Oufa est situé à plus de 1400 kilomètres de la frontière ukrainienne. 1400 kilomètres. Comment l'Ukraine a-t-elle pu envoyer un essaim massif de 300 drones parcourir une distance aussi phénoménale à travers l'espace aérien, supposément le plus défendu et surveillé de la planète ? Je veux bien qu'on me parle de petits avions civils bricolés pour échapper aux radars, d'opérations clandestines ponctuelles menées par des commandos isolés, mais 300 drones d'un coup, ce n'est pas un tir de sniper, c'est un bombardement massif de la taille d'une petite armée de l'air. C'est là que les rumeurs les plus sombres commencent à circuler dans les couloirs du Kremlin et sur les canaux officieux des médias russes. Selon ces sources, il est physiquement et technologiquement impossible que ces 300 drones aient décollé du territoire ukrainien. Les Russes murmurent, et de plus en plus fort, que ces engins de la mort ont dû être lancés depuis le territoire de pays voisins. Les noms de la Finlande et de l'Estonie sont sur toutes les lèvres, 2 pays membres de l'OTAN. Imaginez un instant les implications cataclysmiques de cette accusation. Si la Russie acquiert la certitude, ou décide simplement d'en utiliser le prétexte, que des frappes massives sur son infrastructure énergétique névralgique proviennent du sol de pays de l'Alliance Atlantique, nous ne parlerons plus de la guerre en Ukraine. Nous parlerons du déclenchement potentiel de la Troisième Guerre mondiale. Poutine est un homme acculé dont l'ego et la stature internationale sont testés quotidiennement. Il voit les États-Unis utiliser l'Ukraine comme un bélier, il voit l'Iran attaquer des bases américaines dans le Golfe en représailles à des provocations extérieures.
Je crains sincèrement que son seuil de tolérance n'ait atteint son point de rupture. Si la paranoïa, fondée ou non, l'amène à conclure que l'OTAN frappe directement le sol russe depuis l'Estonie ou la Finlande, sa riposte sera terrifiante. C'est une escalade aveugle, une course vers l'abîme. Et pendant ce temps, l'Europe observe, tétanisée, incapable de freiner cette machine infernale. Sommes-nous en train de jouer aux apprentis sorciers, avec l'existence même de notre civilisation, en espérant naïvement qu'une étincelle allumée sur un baril de poudre géant refusera par miracle de tout faire exploser ? La confiance, dans les relations géopolitiques mondiales, est probablement l'illusion la plus dangereuse que l'humanité ait jamais entretenue. Nous vivons avec la certitude réconfortante que des règles invisibles, des traités signés sur du papier, des frontières dessinées sur des cartes, nous protégeront du chaos absolu. Nous confions notre sécurité à une architecture de dissuasion mutuelle, en présumant que tous les acteurs agiront de manière rationnelle. Mais l'histoire nous enseigne, avec une cruauté implacable, que la rationalité est la première victime de l'orgueil et de la peur. Quand les lignes rouges sont franchies, consciemment ou par un simple calcul d'arrogance, la confiance s'évapore instantanément pour laisser place à l'instinct de survie le plus primitif. Une alliance militaire n'est pas un bouclier magique. C'est un mécanisme complexe et mortel qui, une fois déclenché, échappe totalement à la volonté de ceux qui l'ont créé. Penser que l'on peut continuellement repousser les limites de son adversaire sans en payer le prix ultime est une erreur stratégique monumentale, une arrogance qui précède toujours les plus grandes tragédies humaines. Et si vous pensiez que le danger ne venait que de l'Est, détrompez-vous. La dislocation de notre continent se joue également de l'intérieur, dans des guerres fratricides d'une mesquinerie politique affligeante, mais aux conséquences tout aussi létales. Tournons nos regards vers la frontière ukraino-hongroise, où la situation a franchi un point de non-retour absolument sidérant. Le conflit ouvert entre Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, et Volodymyr Zelensky vient de prendre une dimension qui pourrait faire voler en éclats l'unité de façade de l'Union européenne et de l'OTAN. Zelensky, dans un accès de fureur et de mépris, a décidé de faire capoter toutes les tentatives de désescalade. Aujourd'hui même, une réunion trilatérale d'une importance capitale devait se tenir entre les ministres de l'énergie slovaque, ukrainien et hongrois. L'enjeu de cette rencontre, l'artère vitale de la région, le pipeline de Druzhba, l'oléoduc de l'amitié, une ironie cruelle au vu des circonstances, mais l'Ukraine, dans une manœuvre de blocage pure et simple, a refusé catégoriquement de s'asseoir à la table des négociations. Tous les appels au dialogue ont été rejetés avec un revers de la main arrogant. Pire encore, des inspecteurs officiels de l'Union européenne, mandatés pour évaluer la situation, se sont vus interdire physiquement l'accès aux installations gérées par les Ukrainiens. Il est désormais de notoriété publique, c'est une certitude glaçante, que l'Ukraine maintient le pipeline de Druzhba hors service, non pas en raison de dommages techniques causés par la guerre, mais pour des motifs purement et cyniquement politiques. Les vannes sont fermées parce que Kiev veut punir la Hongrie pour ses réticences à valider les budgets européens d'aide militaire. C'est un chantage énergétique à ciel ouvert, une prise d'otage des économies voisines. Mais mes amis, accrochez-vous bien à vos sièges, car ce sabotage déguisé de Druzhba n'est qu'un prélude à un cauchemar géopolitique bien plus terrifiant. Le vrai champ de bataille de cette guerre de l'énergie se déplace maintenant vers le sud, vers le fameux gazoduc Turkstream. La Hongrie vient de comprendre qu'elle était la cible d'une stratégie d'asphyxie lente et elle a décidé de sortir l'arme nucléaire diplomatique. Lors d'un discours enflammé lors d'une réunion électorale, une menace d'une gravité sans précédent a été proférée par les autorités hongroises. Je pèse chacun de mes mots. La Hongrie a publiquement annoncé qu'elle activerait l'article 5 de l'OTAN si l'Ukraine de Zelensky osait attaquer, saboter ou même effleurer le gazoduc Turkstream. L'article 5, le cœur même du pacte atlantique, le principe qui stipule qu'une attaque contre un membre est une attaque contre tous. Budapest vient de déclarer au monde entier que Kiev assumerait la totalité des conséquences militaires et dévastatrices d'une frappe sur l'infrastructure vitale d'un pays membre de l'OTAN. Ils ont rappelé, avec une froideur assassine, le précédent du sabotage des gazoducs Nord Stream, insinuant lourdement que l'Ukraine avait déjà les mains sales et qu'elle constituait désormais une menace militaire directe et existentielle pour la sécurité énergétique de l'Europe entière. Et ils n'agiront pas seuls. La Turquie, puissance militaire colossale et de plus en plus incontrôlable de l'Alliance, partage ces mêmes intérêts vitaux et entrerait sans hésiter dans la danse macabre si Turkstream était touché. Vous vous rendez compte de l'absurdité vertigineuse de la situation ? Un pays, l'Ukraine, que nous inondons de milliards d'euros, que nous armons jusqu'aux dents pour le protéger de la Russie, se retrouve menacé d'être anéanti militairement par les propres membres de l'OTAN parce qu'ils menacent leurs approvisionnements vitaux.
Comment l'architecture de sécurité mondiale a-t-elle pu devenir une farce aussi meurtrière, au point que l'alliance censée nous protéger se retrouve au bord de déclarer la guerre à son propre protégé par procuration? La responsabilité civique et politique est une notion qui se dissout tragiquement face à l'urgence de la survie. Nous aimons croire que nos dirigeants sont des architectes de la paix, guidés par des principes élevés et une vision à long terme. La vérité hideuse que cette crise énergétique révèle crûment est que la politique internationale est souvent dictée par des instincts de prédation et de protection de son propre territoire, au détriment de toute morale. L'effondrement des alliances ne se fait pas toujours par de grandes déclarations idéologiques, mais par le besoin viscéral de chauffer ses maisons et de faire tourner ses usines. C'est la leçon philosophique la plus dure de notre époque. Les idéaux démocratiques, la solidarité internationale, les grands discours sur la liberté, tout cela se fracasse inévitablement contre le mur implacable des nécessités matérielles et de l'énergie. L'être humain, lorsqu'il sent le froid de l'hiver menacer sa survie, oublie ses alliances et redevient un loup pour ses voisins. La structure même de nos sociétés modernes repose sur des tuyaux souterrains, des flux invisibles. Et quand ces flux sont menacés, le vernis de la civilisation s'écaille instantanément, révélant la bête féroce qui sommeille sous nos traités internationaux. Et c'est dans ce contexte d'escalade totale, d'inimitié croissante au sein même de l'Europe, que l'horloge tourne inexorablement pour Volodymyr Zelensky. Le temps n'est plus son allié, c'est un coup près, qui s'abaisse lentement sur son cou. La Hongrie, en bloquant systématiquement les gigantesques plans d'aide européenne de 90 milliards d'euros, tient littéralement le destin financier de Kiev entre ses mains. Les caisses de l'État ukrainien sont vides, asséchées par une guerre d'attrition dévoreuse et une corruption endémique que les lois martiales peinent à dissimuler. Selon les rapports concordants de nombreuses agences financières et de médias spécialisés, la situation est bien pire que ce que l'on veut nous faire croire. L'Ukraine ne fait pas que souffrir économiquement. Elle est au bord du précipice de l'insolvabilité totale. Elle va devoir se déclarer formellement en faillite, incapable de payer les salaires de ses fonctionnaires, incapable de financer l'effort de guerre par ses propres moyens, et ce cataclysme financier est prévu pour le deuxième trimestre de cette année. Laissez-moi vous rappeler un détail qui donne la chair de poule. Le deuxième trimestre, ce n'est pas une date lointaine et abstraite. Le deuxième trimestre commence en avril, c'est-à-dire dans à peine une semaine. Dans une semaine, le château de cartes financier pourrait s'effondrer. Alors, imaginez l'état d'esprit d'un homme acculé, voyant ses alliés occidentaux se déchirer, la menace de la banqueroute frapper à sa porte, et son propre parlement se rebeller contre lui. Que fait un dirigeant dos au mur, quand toutes les issues normales semblent se fermer une à une? Pensez-vous réellement que Zelensky restera les bras croisés à attendre l'asphyxie financière imposée par Viktor Orban? L'histoire regorge d'exemples de leaders désespérés commettant l'irréparable pour inverser le cours du destin. La tentation de créer un événement d'une ampleur cataclysmique, de forcer la main de l'Occident, de provoquer le chaos pour rebattre les cartes, doit être immense. Osera-t-il franchir le Rubicon de l'énergie? Ordonnera-t-il une opération commando dissimulée, un sabotage impitoyable du gazoduc Turk Stream, dans l'espoir fou de déclencher une crise telle que l'Europe serait obligée d'intervenir massivement pour sauver les meubles? Et si cela se produit, Viktor Orban mettra-t-il sa menace à exécution? Verrons-nous l'inimaginable? Un pays membre de l'OTAN invoquer l'article 5 pour exiger des représailles militaires contre le pays même que l'Alliance finance depuis des années pour affaiblir la Russie? C'est le nœud gordien de notre époque. Tout cela nous ramène à une réflexion profonde, presque douloureuse, sur la nature humaine et les schémas répétitifs de notre société. Nous observons ces événements à travers nos écrans, souvent avec un sentiment d'impuissance ou de détachement confortable. Mais ce grand théâtre tragique de la politique mondiale n'est que le reflet exacerbé de nos propres dynamiques humaines à une échelle macroscopique. La paranoïa, la lutte désespérée pour la survie, la trahison de la confiance, l'arrogance du pouvoir et la fragilité de nos structures face à la menace de la pénurie. Ce que nous voyons en Ukraine, à Moscou, à Budapest ou dans les couloirs muets de Bruxelles, c'est l'illustration bouleversante que nos systèmes sophistiqués, nos lois complexes et nos institutions vénérables ne sont finalement qu'un très mince voile posé sur le chaos. Lorsque la survie est en jeu, l'humanité a toujours oscillé entre la solidarité lumineuse et l'égoïsme le plus noir. Les leçons que nous pouvons en tirer pour nos propres vies sont troublantes. Ne jamais considérer la stabilité comme acquise, comprendre que les motivations réelles sont souvent enfouies sous des montagnes de discours nobles, et réaliser que dans l'échiquier de l'existence, les décisions les plus destructrices sont rarement prises par pure méchanceté, mais par un profond et tragique désespoir. La lumière de la lucidité est notre seul rempart face à ces cycles infernaux, et il appartient à chacun de nous, en tant que témoin de cette histoire, de ne jamais détourner le regard.